Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission NBA Débat, des baffes et des beaufs. Aujourd'hui, une émission spéciale Tokar et Ben Simmons. C'est parti. Pour nous accompagner dans cette émission, aujourd'hui, nos deux rubriqueurs beaufs. Comme d'habitude, la famille est là. Le docteur Jean-Éric, comment ça va? T'es prêt pour cette thématique? Je suis chaud bouillant et oubliez pas, placement de produit, vous allez sur Chris avec le code rubrique du docteur, moins 20% sur les verres progressifs. Oh, c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. C'est parfait. Jean-Jo, l'unique fan des Kings qui est plein d'espoir cette saison. Faudra pas trop s'enflammer quand même. Comment ça va, Jean-Jo? Ben ça va. Background de situation avec 2 maillots de Melo et un maillot des Spurs, bien sûr. Rien à voir avec les tocards, rien à voir. Je comprends pas ce garçon, il y a un truc qui me dépasse. C'est pour ça que c'est des discussions compliquées. Les 2 maillots de Carmelo Anthony sont en fait un bel hommage au airball qu'il a fait pratiquement au buzzer contre OKC. OKC qui a gagné son premier match de la saison contre les Lakers après prolongation. Et Russell Westbrook qui nous a fait un quadruple double avec 10 ballons perdus. T'es les Français? Oui, sergent chef. Allez, on va commencer avant de se lancer dans la thématique du jour. Alors déjà, je le dis pour tous les téléspectateurs de l'Internet, on vous a préparé un programme al dente. C'est absolument la folie. Non seulement on va faire des petites critiques, mais surtout, on va proposer des solutions. Pourquoi oui? Parce que c'est trop facile de critiquer. C'est trop facile de pointer du doigt. Et c'est trop facile de mettre un gilet jaune et faire des barbecues. Mais non, attention les gars. J'entends encore une connerie comme ça, c'est fini. On parle pas de politique. On se calme. Là, vous êtes un peu trop chaud. Déjà que je laisse le docteur faire la propagande sur les vaccins qui donnent la chiasse, on va pas commencer à parler politique. Quoi ça sert de se faire vacciner si ça sert à rien? Ouais, ça c'est vrai. Donc on se calme, on a une seule thématique, on se concentre là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on va proposer des solutions, parce qu'on sait que Doc Rivers regarde cette émission. Le programme du jour. Tout le monde s'accroche, tout le monde s'assoit, buvez un coup. On commence par un quiz spécial Tokar, concocté par notre petit Jean-Jo, qui va être une introduction pour nous pour parler de tous les Tokars de l'histoire. Ensuite, on va faire un zoom sur le cas Ben Simmons, qui en ce moment fait l'actualité avec son comportement d'enculé. Et derrière, on va parler plus précisément des Sixers. Et c'est là, justement, on va proposer des solutions avec des trades qu'on va proposer à Murray et Doc Rivers. Des commentaires, des questions, des remarques avant qu'on se lance dedans. Le combo Kings Spurs, moi ça me pose un problème. Il y a un truc qui passe pas là. Je vais vomir, je pense. On va se revoir le 11 novembre, je te l'ai dit. T'inquiète pas. Ouh là 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 là. Wesh, tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. C'est des gonzesses. La date est notée dans le calendrier, le 11 novembre, Kings, Spurs, combat des fanboys qui ont jamais mis les pieds dans les vides des équipes qu'ils supportent. Mais ça va bien se passer. Allez, on commence avec ce quiz des tocards. Jean-Jo, la scène est à toi. On va parler des tocards. J'ai concocté 3 qui suis-je rien que pour vous, mes chers amis, et vous qui nous regardez. Alors avant ça, peut-être mettre en place une petite définition des tocards. Merci. Je ne sais pas Merci. ce que tu en penses. Quand même, Vas-y, si, justement, pour éviter la confusion qu'on a eue avec les super teams dans l'autre émission, vas-y, je te laisse parler d'une définition du tocard. Alors, bon, le tocard, littéralement, c'est quoi? Je suis allé quand même me renseigner, j'ai été chercher quand même la définition de ce que voulait dire un tocard. Il en est ressorti 3 points. Le premier, c'est un cheval de course qui semble n'avoir aucune chance de gagner. Bon. Donc t'étais sur la rousse comme moi, j'ai les mêmes. Exactement. C'est pas mal parce que ça remet quand même bien dans le contexte de qui on va parler. Ah oui. Ah bah complètement. Le point numéro 2, c'est une personne sans capacité ni compétence. Alors on parle peut-être Et de fan des l'intellect. Kings. Là j'en ai plein le cul. Et le 3e point, c'est un fauve dangereux dont on ne peut prévoir les réactions. Donc là, ça s'adresse clairement à toi, Jean-Éric. Non, c'est Ben Simmons. Ajoutons- C'est Ben Simmons, tu sais pas, il est près du panier, il y va pas, tu peux pas prévoir. Ajoutons à cela l'adjectif qualificatif tocard qui désigne quelqu'un qui est sans valeur et sans goût. Ça marche bien aussi. Ça marche bien. Au final, on a quoi? On a quand même une définition du Larousse qui colle pas mal par rapport aux joueurs desquels on va parler. Pour moi, avant de mettre en place, avant de vous donner le quiz que j'ai réalisé, le qui suis-je, pour moi, un tocard, c'est quoi? C'est un joueur qui a un melon énorme et qui prend le basket pour un sport alimentaire. C'est-à-dire que c'est important de manger en fin du mois, c'est important de payer son loyer, ça faut avoir un métier, donc pratiquer le basket, pourquoi pas?
pourquoi pas. Il se croit, il se prend pour un joueur qui a un talent énorme et il n'estime ne pas avoir besoin de travailler. Encore une fois, Ben Simmons, bonjour. Voilà ce que je mets dans une définition globale d'un tocard. Donc j'ai concocté un petit qui suis-je. C'est la mer Noire. Non. Pour moi, en tout cas, je suis assez d'accord avec la définition que tu as donnée. Il y a le concept d'arrogance qui rentre en compte. Et tu as dit donc les joueurs qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de travailler leur jeu et ceux qui pensent qui ont une mauvaise estime de leur niveau de manière générale. Quoi, effectivement, et personne. Globalement, c'est ça. On est d'accord. On est bon. On est chaud pour le quiz alors. Parfait. Bon, parfait. Du coup, j'avais une petite liste de 12 joueurs à la base. J'en ai sélectionné 3. 3 pour vous. L'effectif des Kings. Il va s'y mettre. Non, je rigole, c'est pas Il va s'y mettre. Je rigole. Non, c'est pas mon truc. J'ai beaucoup de compassion pour toi, tu sais. Moi aussi, j'ai beaucoup de compassion pour toi. Ah, il en faut, ouais. Bon, joueur numéro 1, du coup. On va parler d'un arrière qui mesurait environ... On balance la réponse dès qu'on l'a. C'est quoi les règles, là? Bah écoutez, c'est de la rapidité. C'est de la rapidité. Okay. Du moment où vous pensez avoir la bonne réponse, vous me le dites. Si c'est pas ça, je vous le dirai, puis je continuerai les indices. J'imagine que quand quelqu'un donne une mauvaise réponse, il ne peut pas en donner une autre avant que l'autre joueur ait fait sa proposition. Sinon, Exactement. On balance 10 noms d'un coup. Exactement. J'imagine que Mathias est en train d'écrire les règles pour que ça l'arrange. Ah non, justement, c'est pour toi que je fais ça. Il le fait très bien. Et d'ailleurs, moi, c'est Billy Bob. Oui, c'est Billy Bob en plus. J'ai fourché, très cher. Premier joueur, du coup, on va parler d'un arrière qui mesurait environ 2 mètres, qui est né le 23 septembre 1979. C'est bon, c'est Rick Barry. En l'occurrence. C'est non, ce n'est pas lui. Ah merde! Non, c'est à moi. J'ai le temps. Tranquille. Ok. Merci, Jean-Yannick. Il est né à Las Vegas, ça donne une petite indication sur l'état de son cerveau, visiblement. Il a fait sa carrière NCAA aux Hawkeyes de l'Iowa. Il est drafté en 1998. Notamment, c'était le 21e choix, drafté par les Charlotte Hornets, où il est resté 2 ans. Après ces 2 ans à Charlotte, il se fait transférer à Miami, où il va rester 1 an. Et il va rejoindre l'équipe qui va faire parler de lui, en l'occurrence Cleveland, où il va rester 3 ans. Il va se faire remarquer, comme je le disais, dans cette équipe. Ah, et ok. Attends, je propose J.R. Smith. Et non. Merde, putain, non, il n'a pas joué à Miami, j'ai pété un câble. Il est drafté en 2004, J.R. Smith. Oui, c'est ça. Ah, j'ai travaillé, ouais. Chier, putain. C'est bon, on est dans le jeu tous les deux, c'est bon. Tu reviens. À la suite de ces 3 ans, du coup, à Cleveland, où il va se faire remarquer, il va se faire trader dans la foulée à Boston, où il va rester 3 ans, également. Et après, il va bourlinguer. Ah si, je l'ai. Mais si, je l'ai, bien sûr. C'est pas Antoine Walker? Non. Non, Ah putain, c'est en arrière, t'as dit en arrière, merde! Oh, putain, c'est bon, ça. Je sais que Billy Bob, tu voulais que je le dise, celui-là, de toute façon, il fallait qu'il sorte. Après Cleveland, Boston, hein, c'est ça. Boston, ok. À Boston, il va rester 3 ans. Et après, il bourlingue de franchise en franchise. Il va faire Minnesota 2 ans, Miami 1 an. Et il va finir sa carrière chez les Clippers. Il va finir sa carrière NBA chez les Clippers, où il va rester 2 ans. Après ça, il va faire un peu le tour du monde. Il va jouer en Turquie, il va jouer en Asie, etc. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il s'est fait remarquer, ce joueur? Parce qu'en 2003, lorsqu'il était à Cleveland, notamment lors d'un match contre Utah, il va lui manquer un rebond pour faire un triple-double. Ok, c'est bon. Ricky Davis. C'est ça. C'est Ricky Davis. Yes. Pour faire son triple-double, il a tiré contre son ça. camp. Ah, un gros tocard. Pour finir l'histoire, il va lui manquer un rebond justement contre Utah pour faire le premier triple-double de sa carrière et probablement le dernier. Et il reste 6 secondes à jouer. 6 secondes à jouer où il va récupérer volontairement le ballon pour aller jeter la balle contre son propre panier pour prendre le rebond. Alors Deshaun Stevenson, qui était présent lors de ce match et qui défendait dessus, va faire une énorme faute dessus pour l'empêcher de le faire. Il va quand même prendre son rebond. Mais ce sera pas validé par la NBA qui a interdit la règle, justement, donc il ne l'aura même pas fait. Effectivement, c'était Ricky Davis qui d'ailleurs a joué en France. Il a joué en France, exactement. Je sais plus où, mais il a joué en France. Oui, exact. Je l'ai pas noté, mais exact. Excellent. Ok. 1-0 Billy Bob. On passe au deuxième joueur. On va parler d'un meneur. Qui est né le 21 février
1977 à Tacoma Park, dans le Maryland, en l'occurrence. Il va jouer pour l'université du Maryland et il va se faire drafter en 1999, en 2e position, par les Grizzlies de Vancouver. C'est bon, c'était Francis. Il est chaud. Putain. C'est que ça, frérot. C'est que ça, frérot. Alors, Bon, essayez de pas être Fanny, là, alors. pourquoi j'ai mis Steve Francis? Parce qu'effectivement, il se fait drafter en 2e position en 99 par les Grizzlies de Vancouver, qui jouaient au Canada à l'époque. Et il va refuser catégoriquement de jouer pour eux. Parce qu'il voulait pas aller au Canada. Il voulait pas être dans le froid. Champion. Il va refuser. Il va refuser là simplement. Donc il va se faire échanger contre 4 joueurs anecdotiques des Rockets, où il va faire ses meilleures performances en carrière, où il va rester 5 ans. Donc après, pour la petite... Je vous invite Ouais. vivement, alors pour mettre un peu de contraste à ce portrait de ces Français qu'on fait comme un tocard, il a fait une tribune dans The Players Tribune où il explique un petit peu comment il a grandi. Et franchement, c'est un truc de malade, quoi. Il a vraiment grandi dans des conditions extrêmement difficiles. Il était dealer de drogue quand il était gamin. Enfin, c'est un miracle qu'il ait pu jouer au basket et s'en sortir. Ça n'enlève en rien la remarque de merde de faire, je ne vais pas jouer au Canada, il fait trop froid. Mais je vous invite vraiment à lire ce témoignage. C'est incroyable. Son histoire est absolument, c'est du délire. C'est un film. Donc Steve Francis, Steve Francis, ok. il sera All-Star quand même, un petit meneur d'1m88, hyper spectaculaire, qui sera All-Star, qui fera fait les plus belles années à Houston, et après, bon, Orlando, et puis ce sera assez anecdotique sur la fin. 2-0. Le 3e Yes. pour le jeu. C'est bon. Ouais, bien sûr. Ça ne sert plus à rien pour Jean-Éric, mais on va le faire quand même. Tu jubile, 3e hein. joueur. Allez, un donc, joueur des Kings. Alors, Buddy Hield. joueur un peu plus récent, qui est né le 5 novembre 87 à Huntington, en Virginie occidentale. Donc on va parler d'un arrière d'1m96. On est sur un joueur qui était un excellent lycéen et il va commencer à se faire remarquer à l'université où il va recevoir des cadeaux. Il va commencer à recevoir des cadeaux de la part de sa fac, où il aura été accusé, et bien évidemment, il va nier. Il se fait du coup drafter en 2009. Il se fait drafter En combien 2009. Waouh, 22 ans, ok. Il se fait drafter en 2009 par une équipe dont je vais volontairement taire le nom. Les Kings. Même pas. On n'a jamais eu de choix aussi haut. Pourtant, vous avez essayé. On a essayé, on a pris Bagley, donc il vaut mieux arrêter. Donc il se fait drafter en 2009 par une équipe où il fait une très très bonne première saison. Il va finir second au niveau des votes pour le rookie de l'année, derrière Derrick Rose. Donc ses premières années sont plutôt intéressantes, mais en 2011, il va se faire virer pendant 10 jours par la NBA parce qu'il a enfreint le protocole antidopage. Soit, exclusion de 10 jours, c'est des choses qui arrivent, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Et du coup, il va se faire quand même virer par l'équipe qu'il a drafté et il va rebondir à Dallas. À Dallas en 2012 pour un contrat d'1 an. Il va le remettre quand même, mine de rien, sur le droit chemin. Et justement, il va pouvoir signer un contrat de 3 ans avec les Bucks de Milwaukee. En 2013, où il va se faire remarquer pour la seconde fois. Et là, attention. Il signe chez les Bucks en 2013 pour un contrat de 3 ans. Et en 2016, il se fait choper par la NBA une seconde fois pour avoir enfreint le contrôle antidopage. Du coup, il va se faire virer à vie. À vie de la NBA. Alors qu'on parle d'un joueur qui tournait facilement à 20 points de moyenne, qui est un excellent attaquant, qui a fini second au vote du Roy en 2009-2010, et qui après va tenter de réintégrer la NBA, chose qui lui sera refusée, et il va finir sa carrière, il continue d'ailleurs, il joue encore à l'heure actuelle, donc il est passé par la Chine notamment, et en 2021, il a signé avec le club russe du Kazan. Et il joue l'Euroleague, Waouh. en l'occurrence, cette année. Oh putain, j'ai honte, en plus, j'ai pas regardé l'Euroleague, là. Fait chier. Un arrière, vingtaine de points par match. Voilà, c'est excellent, ça, hein. Très très bon, ça, très très bon. T'as un dopage viré à vie? À vie. Putain, c'est une belle perf. C'est une belle perf. Drafté en 2009, et je vais vous donner l'équipe, du coup, qu'il a drafté. Ouais. Donc, le choix numéro 1, c'était Derrick Rose, avec Chicago. Et lui, il a été drafté en numéro 3 par Memphis. Et devant lui,
Et devant lui, le choix numéro 2, c'était Michael Beasley. Un arrière. Oui. Ah, j'arrive pas à me concentrer là, les gars. Bon, moi, je suis à l'aise, j'ai gagné 2-0, j'ai gagné le game. J'ai du mal à me concentrer. Je vais m'en vouloir de ouf. On l'a évidemment, hein. Ah, mais si, c'est Jiméo, non? C'est Oji Mayo, exactement. Ah, joli. Yes, Exactement. Yes, Mayo. Très bon. Oui, c'est Très vrai bon, qu'il a il complètement est disparu, ouais. Ouais, bah là, il joue l'Euroleague. Il joue Alors, moi, encore, alors. je suis pas l'Euroleague, mais il a rejoint le club du Kazan, en Russie. Et apparemment, Potentiellement, il peut cartonner quand même, parce que c'est un... Et d'ailleurs, tu aurais pu dire aussi qu'O.J. Mayo, il me semble, hein, qu'au lycée, il annonçait, il pensait pouvoir défendre sur Jordan, et je crois qu'il a rencontré Jordan dans un match. Et il s'est fait défoncer. Et il s'est fait défoncer. Un match d'exhibition, il a chambré Jordan, il a dit qu'il pouvait l'arrêter, et puis il s'est fait défoncer. Un tocard, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, beau. Un bon Beau gars. spécimen. Bravo, ok, super, merci Jean-Jou, bravo. Bon, bah, j'ai remporté le quiz comme d'habitude, hein, les copains, on va pas non plus en faire tout un plat. Hein. J'aurai l'honneur de préparer le prochain. Super quiz, hein. Franchement, le dernier, bien joué Jean-Éric, là, je l'avais pas. Donc bravo. C'est une parfaite transition pour parler des tocards de l'histoire. Donc là, on en a évoqué quelques-uns. Je propose de donner la parole à Jean-Éric. Quels sont les tocards de l'histoire que tu aimerais mettre en avant dans une volonté de rendre un hommage à ces gens-là, hein, finalement. Alors, je finirai par ma wildcard. En premier, Ok. moi j'ai envie de mettre comme ça, pour commencer, pour s'échauffer, j'ai envie de mettre Anthony Bennett. Parce qu'un tel c'est méchant. bust... Ah ouais, mais bon, voilà. C'est le mec... Enfin, il a pas de chance. C'est méchant. Il a subi la loi de LeBron, mais... Enfin, le mec, il est à Jérusalem actuellement. Hein. Vous le saviez, celle-là? Voilà. Ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Et voilà, c'est une histoire triste. Le mec, il commence sa carrière par un 0/15 quand même, alors qu'il est premier pick en 2013. Hein, c'était hier. Le gars, il a disparu à une vitesse, mais une c'est fou. vitesse, c'est un truc de malade. Il était au jeu hein, avec le Canada, mais il a pas des masses jouées. Et voilà, c'est alors. On est plutôt dans la deuxième définition, hein, la personne sans capacité ni compétence. Voilà, je pense que malheureusement pour lui, toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, il est passé par la D-League, par la D-League, et puis voilà, il a fini en Europe et péniblement en plus parce que voilà. Donc moi je vous glisse comme ça un petit Anthony Bennett. Je propose qu'on en lâche un chacun son tour, ça peut. Ouais. Bennett, c'est intéressant parce que c'est pas forcément l'exemple du mec qui a un comportement de merde. Non. C'est vraiment le cheval de course qui va jamais gagner. C'est pour s'échauffer. Ouais, c'est ça. Un tocard d'échauffement. Jean-Jo, un autre tocard de ton côté? Je voulais quand même citer John Wall. T'as raison. John Wall, parce que putain, oh la vache, le mec qui est promis une carrière folle, qui va rejoindre un gang. On va te plier en deux, on va te faire manger tes lunettes, je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Qui s'en branle, qui lâche tout. Et puis là, au final, il joue plus. Parce qu'il veut plus non plus. Et personne n'en veut. Et du coup, ça va être compliqué quand même de rebondir après ça. Mais il a un salaire plutôt intéressant. Il s'en est bien sorti quand même. Il a un bon agent. C'est pour ça qu'il a tout arrêté, hein. Voilà, John Wall. Moi, en tout, j'ai 3 tocards et une mention spéciale. J'en ai 4. Le premier tocard, évidemment, je suis obligé, hein, Dennis Schroeder. Rien que par rapport à ce qu'il a fait cet été, je suis obligé parce que le mec a refusé une extension de contrat de 4 ans à 84 millions de dollars pour les Lakers, pensant que il allait prouver pendant les playoffs qu'il méritait mieux. Il pensait également gagner le titre. Bon, ils se sont fait exploser au premier tour. Il a fait des playoffs de merde. Et au final, donc, il n'y a pas eu d'offre. Et on se souvient de ce moment cet été où tous les jours, il attendait une offre. Il était devant son téléphone, sur ses emails. Personne ne voulait de lui. Et au final, il a accepté une offre de un peu plus de 5 millions pour les Celtics sur 1 an. Donc, on est sur le toker arrogant qui surestime complètement ses capacités. On peut parler de l'effet de Dunning-Kruger, mon cher Jean-Éric, qui lui a fait perdre quand même 78 millions de dollars parce qu'il s'est vu trop haut, trop gros. Il est trop con. Non, après tu sais pas de quoi sera fait demain. Peut-être qu'il va tellement cartonner avec les Celtics qu'il va avoir un méga contrat. Moi je pense que c'est surtout un mec qui est très très mal conseillé en fait. Donc c'est presque son agent qui a blâmé dans l'histoire, non? C'est sûrement la meilleure blague de ta carrière. C'est bon, je m'en vais. Je pars comme un prince. À toi d'ailleurs. Alors, catégorie fauve dangereux dont on peut prévoir la réaction.
Gilbert Arenas, l'homme qui amène des guns et qui les pointe sur ses petits camarades de jeu. Je pense qu'à un moment donné, c'est juste pas possible. Le mec était quand même promis à une carrière brillantissime. Excellent joueur. Il est sélectionné 31e. Il avait les boules parce qu'il pensait qu'il méritait mieux que ça. Il a montré qu'il méritait mieux que ça. Et puis son histoire d'arme à feu fin des années 2000, coupé en 2011 avec quand même 60 millions de dollars dans la poche. C'est une bonne coupe. Et derrière, il est parti en Chine. Voilà. Moi, sur les tocards que j'identifie, il y en a quand même beaucoup qu'on finit en Chine. Hein. Je sais pas si c'est un aimant à tocard, mais il y a un truc, quoi. C'est le destin du tocard. Écoute, Jean-Éric, Arenas faisait partie de mes 3 tocards. Je me permets de rajouter 2-3 infos là-dessus parce que je me suis penché sur l'affaire du gun. Je vais vous décrire ce qui s'est passé quand même. Alors, ça, c'est la version qu'Arenas et d'autres joueurs ont raconté, donc à voir ce que c'est. Mais l'histoire apparemment, c'est que donc Javaris Crittenton, le bien connu, Gilbert Arenas et Javelin McGee, qui est forcément toujours dans les bons coups, jouaient aux cartes dans l'avion. Ils étaient en déplacement, ils jouaient tous les 3 à Washington, ils jouaient aux cartes. Et forcément, ils parient de l'argent, etc. Et là, Crittenton est en train de se faire dépouiller la gueule. Et là, forcément, ça se chambre dans tous les sens. Et Crittenton dit, bah les gars, c'est pas comme ça, vas-y, laissez-moi une chance de remettre mon argent en jeu, etc. On va continuer, on fait une partie en plus et tout, on fait un camp, ça, vas-y les gars, on fait un truc. Et puis là, Arenas lui dit, mais arrête tes conneries, qu'est-ce qui va se passer? Je vais brûler, c'est comme si je brûlais ta voiture et que je te donnais un extincteur derrière pour t'aider à tes conneries. Et Crittenton dit, bah ouais, bah ok, bah si tu joues comme ça, bah je vais te shooter, je vais te tirer dessus. Disait-il un peu sous le ton de la rigolade. Quelques jours plus tard, Crittenton est arrivé au vestiaire avec un gun, pendant qu'Arenas avait ramené 4 guns. Et là, il commence à se chauffer. Et là, effectivement, ça se pointe du gun comme ça dans le vestiaire. Bonne ambiance. Suite à ça, Crittenton n'a jamais joué en NBA. Et ensuite, dans une autre affaire hors basket, hors sportif, il a plaidé coupable d'homicide involontaire en 2015 à Atlanta. Et il purge à présent une peine de 23 ans. Sympa. Belle carrière. Alors, je tiens à préciser que si nous n'étions pas à des centaines de kilomètres les uns des autres, j'aurais probablement déjà fait la même avec Jean-Jonathan. Abdullah. J'attends de voir si tu en âge. Ok, ça c'est dit. On est sur la bienveillance, on est sur la tolérance, on est sur l'amour. Jean-Jo, ouais, pour le deuxième tocard. Je vous lâche pêle-mêle ceux que j'ai, à la limite, parce que j'en ai quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah ok, bah, fais comme tu veux, balance-en quelques-uns, ok. Bon, moi, dans ma liste, j'avais Andrew Bynum. Ouais. Il est quand même une sacrée chèvre en termes de taf alimentaire. Et puis il a décidé d'arrêter le basket à quel âge? Il était super jeune quand il a arrêté. Il en avait marre, il voulait faire Il en avait marre. Ouais. Andrew Bynum, Quelle belle carrière. j'ai Brandon Jennings, qui était pas mal dans son genre. J'ai Darius Miles avec l'équipe de Cleveland en 2003, c'était quand même quelque chose. C'est ça quand il dunkait après, il faisait comme ça, il était content. Bon, Michael Beasley, Darius Miles qui disait, parce qu'il jouait avec LeBron James quand LeBron était rookie au Cavs, et qui disait, ouais, je pense pas qu'il va être très très bon, LeBron James, il y a trop de hype sur lui, il va pas faire grand chose. Et Boozer disait la même chose aussi, à l'époque. Ah voilà, ça. Il est sur la liste, j'espère. Ah, je l'ai pas sur ma liste parce que bon, à Lucas c'était pas mal quand même. Non, après j'ai Michael Beasley, on va pas revenir sur lui. Et j'en ai peut-être un quand même que vous avez. En fait, il m'en reste 2, mais je vais en donner un. Ouais, moi aussi. Ouais, ok, vas-y, donne-en un. Ouais. C'est un quand même qui est plus vieux, c'est Derrick Coleman. Oui. Wow. Excellent. Oui. Derrick Coleman qui était un joueur, mais quel abruti. C'est un super joueur. Il a démarré sa carrière en s'embrouillant avec Karl Malone, chose que tu fais pas forcément. Mais il s'est trompé, il fallait prendre John Stockton. Pourquoi il fait chez Karl Malone, il est fou. C'est ça. Donc Derrick Coleman qui a fait un très bon début de carrière au Nets, puis après voilà, quoi, caractère ingérable. Mais moi, caractère ingérable, moi Derrick Coleman il restera quand même dans mon cœur puisqu'il a fait partie de l'effectif des États-Unis pour la Coupe du Monde de basket en 94, qui est la Dream Team 2. Moi, j'ai kiffé cette équipe, mais de ouf malade. Il a fait un championnat exceptionnel. Il y avait quand même... Je suis tellement fou de cette équipe que je peux vous sortir le roster pratiquement entier. Hein. Il y avait Derrick Coleman, Sean Kemp, il y avait Shaquille O'Neal,
il y avait Alonzo Mourning, il y avait Larry Johnson, il y avait Dominic Wilkins. Et de la viande. Après, Reggie Miller, Steve Smith. Attends, je vous fais Reggie Miller, Steve Smith, Joe Dumars, Mark Price, Kevin Johnson. C'était, putain, moi j'ai kiffé cette équipe. Ils ont fait un championnat incroyable. Et Coleman, il était exceptionnel, mais c'est vrai que c'était un sacré tocard. Moi, mon autre beauf, on refait un tour de table après, hein, Jean-Jo, pour ton dernier beauf, tocard. Ok. Moi, mon deuxième tocard que je voulais mettre en avant, c'était LeBron James. LeBron James. J'ai pas peur, j'en ai rien à foutre. Alors, attends. Rappelle-nous, la définition que t'as donnée, c'est un mec qui s'en bat les couilles, qui bosse pas, et pour qui c'est juste un job alimentaire. Vas-y, c'est la définition de Jean-Jo. Moi, je voulais quand même parler de LeBron James pour la décision, l'émission The Decision, de partir au Heat et de se chier dessus en finale face aux Mavs, puisque rien qu'à cause de ça, il ne pourra jamais être le GOAT. Juste à cause de tout ça, et je me devais de le mentionner. Et pour avoir chambré Dirk Nowitzki de façon lamentable. Voilà, et puis perdre, et puis se chier, et puis se trouver complètement en finale, et faire cette émission de la décision en disant je vais ramener mon talent à Miami, et puis le coup de, très coward lâche de quitter l'équipe en étant free agent pour faire sa super team à Miami. Pour moi, c'est un mouvement, c'est un choix de tocard, et je me devais de le mentionner. Parce que faire semblant de plus connaître le mot en français et dire coward pour faire voir qu'on est fluent, c'est pas être un tocard. Je dois te donner ce point. Non, mais je perds mon français, ça fait 7 ans que j'habite en France, j'arrive plus à parler français. Anyway, Jean-Éric. Alors, moi j'en ai deux, donc je vais finir sur les deux parce que le dernier il est pour Jean-Jo, donc ça me fait plaisir. J'en ai un historique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Rick Barry, qui a fait la chose miraculeuse. Enfin, il y a cet extraordinaire documentaire sur Everybody Hates Christian Laettner. A priori, c'était vrai en NBA sur Rick Barry, où tout le monde le détestait. Et a priori, c'est pas possible de trouver quelqu'un qui dira un truc sympa sur lui et qui l'a côtoyé. Et l'autre, donc, dédicace aux Kings, parce que si, il y en a, c'est Jimmer Fredette. L'erreur de casting. Mais c'est pas de sa faute. Le mec qui tue tout en université, il est drafté, c'est pas de sa faute. Parlez de moi, c'est tout. Ouais. Non, mais il a une carrière qui est miraculeuse. Il a fait 18 équipes dont de la D-League. Il a tout déchiré en Chine. Tu vois, c'est vraiment un truc récurrent, finir en Chine. Et voilà. Et donc mon petit bonus, je vous le dirai après parce que je sais qu'il va vous faire kiffer et vous regretterez de pas y avoir pensé. Ok, d'accord. Le mec, il lit dans nos pensées. Happening. Jean-Jo, tu voulais rajouter un tocard? Ouais, on va peut-être pas passer toute notre vie dessus quand même. La flûte est un instrument merveilleux. Les zouzous, alors on a fait l'éventail de pas mal de tocards. On va faire un zoom un peu particulier sur le tocard du moment, la star de la tocardise en ce moment NBA, c'est Ben Simmons. Pour introduire le sujet de Ben Simmons et pour comprendre d'où viennent ces symptômes de tocard en NBA, voici la rubrique du docteur. C'est parti, jingle. Bon, alors un petit mot sur le pass sanitaire. On baisse tous les meufs. Allez, transformation. Je me suis déchiré sur celle-là et je vous ai préparé une petite animation que Billy Bob ne niera pas. J'espère que ça va vous plaire. Donc, la situation de Ben Simmons. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, la bascule pour Ben Simmons s'est faite pendant cette série contre Atlanta en demi-finale de conf l'année dernière. Et cette action mythique à 3 minutes 30 de la fin du match 7. On est quand même sur une intensité folle. Il y a Atlanta qui a +2. Il fait un bon move, il passe Gallinari, il est tout seul face au cercle. Il y a juste le petit Trae Young devant lui. Donc, enfin, je veux dire, il doit lui monter dessus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lâche la balle à Matisse Thybulle, qui prend une faute et qui fera 1 sur 2 au lancer franc. Et je pense que dans la tête, il y a un truc qui a cassé, quoi. Donc, l'objectif quand même, hein, c'est une rubrique sérieuse, rigoureuse. Donc, on va appliquer la démarche scientifique à la situation de Ben Simmons. Donc, on va poser des hypothèses, on va les tester et on va faire exactement l'inverse en fait du druide du sud de la France qui pose d'abord les conclusions et qui monte des études bidonnées pour pouvoir les appuyer. Moins il y a de gens quand c'est significatif, et plus c'est significatif. Je vais présenter mes petites hypothèses, et puis je vous développerai le crédible, pas crédible, et on avancera ensemble là-dessus. Donc la première, c'est simplement qu'il a eu pitié de Trae Young.
Bon, pour rappel, Trae Young, depuis l'été dernier, tout New York le déteste, tout Philadelphie le déteste. D'ailleurs, pendant le match, il y avait énormément de fuck Trae Young. Et 2 minutes après, ils se fritaient. Ils étaient quasiment tête contre tête. Donc, à mon avis, il n'y a pas vraiment de pitié pour Trae Young. D'ailleurs, qui a pitié de Trae Young? À part un coiffeur. Deuxième hypothèse, ça sera complètement un problème de vue, hein. Le pauvre garçon, ça peut arriver. Je sais pas, une nécessité transitoire, type amoureuse fugace, qui est, comme vous le savez, un équivalent d'accident vasculaire cérébral. C'est compliqué ce que je dis? Pas du tout. Mais on voit qu'il voit Tybalt s'il lui lâche la balle, donc c'est-à-dire qu'il sait où il est, il le voit. Alors une forme assez rare de daltonisme, qui ferait qu'il confondrait le orange de l'anneau avec le blanc du filet, mais vu qu'il est capable de voir la balle, vraisemblablement, il souffre pas de ça. En plus, ça serait une forme suraiguë, c'est un petit peu bizarre. Alors, autre hypothèse, éventuellement, un torticolis brutal. Il passe Gallinari, clac, il se bloque les cervicales, pas capable de lever la tête pour voir le cercle. Bon, pas le choix, il lâche la balle parce qu'il est pas capable de monter. Mais le reste du match est pas super en faveur. Alors, on pourrait faire un petit peu les grivois et parler d'anorchidie, hein, donc une agénésie testiculaire qui l'empêcherait de se les porter au moment crucial. C'est une hypothèse qui est intéressante, qui mérite d'être explorée, donc j'en appelle à notre auditoire et nos millions de téléspectateurs. Si vous connaissez un urologue sur Philadelphie, ça nous intéresse, la science a besoin de vous. On pourrait également, parce qu'on disait que dans la définition du tocard, il y avait le cheval, hein, donc peut-être comme un cheval de course, il fait un refus d'obstacle. Il est épuisé, il bloque devant l'anneau. Ça, c'est une hypothèse à creuser, mais j'ai le sentiment quand même que le garçon est pas monté comme un cheval, mais ça, c'est très personnel, confère l'urologue précédemment cité. Et enfin, l'hypothèse qui m'intéresse le plus actuellement, et qui me permet de faire la transition en plus, talent, avec la rubrique de la dernière fois, serait d'où vient Ben Simmons. Et attention, effets spéciaux. Ben Simmons vient d'Australie. Et quand on le voit, quand on met quelqu'un, Ben Simmons, en Australie, il a la tête en bas. Et tout le monde sait que la tête en bas, c'est une forme de torture qui peut entraîner œdème cérébral, glaucome et même asphyxie par compression du thorax par les organes abdominaux. Ce qui explique pourquoi un deuxième Australien, clac, le dénommé Kyrie Irving, qui lui vient aussi de Melbourne, clac, est également complètement con. Fais gaffe à toi quand même. Et qu'il arrête pas de répéter que la Terre est plate, ouais, transition avec la dernière fois, parce que si la Terre est plate, il peut pas être la tête en bas, vu qu'il est à l'endroit. Donc si on creuse un petit peu cette hypothèse, on regarde un petit peu, et c'est vrai qu'en Australie, il y a des sacrés bouchers, des Aaron Baines ou des Mathieu Della Vedova, qui sont quand même des bons tocards aussi. Le seul bémol dans l'histoire, c'est Patty Mills, qui est quand même un joueur extraordinaire, qui a porté le plus beau des maillots pendant des années, de la meilleure franchise de l'histoire, mais peut-être on peut imaginer que les aborigènes sont immunisés, peut-être quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a un petit travail biologique à faire derrière, donc il faudrait, je pense, faire d'autres examens. C'est tout pour moi. Merci Jean-Éric, merci pour cette chronique qui est partie un peu dans tous les sens, mais c'est tant mieux. Faudrait la revoir, c'est comme un film de Christopher Nolan, il faut le voir plusieurs fois pour comprendre. C'est très très bien. Il y a des effets spéciaux, il y a de l'accessoire, il y a des outils, il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Jean-Éric pour cette rubrique du docteur. Parfaite transition pour qu'on évoque en détail le cas Ben Simmons. Avant de vous laisser la parole, je tiens juste à l'audience, à rappeler à l'audience que dans tout ce qu'on va dire sur Ben Simmons, rappelez-vous, gardez en tête que ce jeune homme est payé 33 millions de dollars la saison, qu'il a encore 4 années de contrat et qu'en 2024-2025, il sera à 40 millions de dollars. Comme tu l'as dit, hein, Jean-Éric, t'as parlé d'un événement particulier en play-off. Je rappelle les stats de Ben Simmons dans les play-offs de l'année dernière. Rappelez le salaire que j'ai évoqué juste avant. Hein. 11,9 points avec un magnifique 34% en lancer franc. On se souvient du Haka Simmons, Haka Jean Simon, qui a posé quelques petits problèmes. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'à la fin de la série, on a demandé à Doc Rivers, est-ce que vous pensez que Ben Simmons sera encore le meneur de Sixers l'année prochaine? Il a dit, j'ai pas la réponse à la question. Apparemment, Jean-Ben s'est vexé. Il a fait le mort. Rappelez-vous, hein, pendant l'été, il donnait pas de nouvelles, on ne savait pas ce qu'il faisait. Et puis un jour, il se pointe à l'entraînement, sabote complètement la séance. Et maintenant, il nous dit qu'il n'est pas mentalement prêt à jouer. Ça tombe bien, on n'est pas mentalement prêt à le regarder jouer. Jean-Jo, qu'est-ce qui se passe avec Ben Simmons? Qu'est-ce qui se passe avec Ben Simmons? Je pense qu'il n'y a que lui qui est au courant de ce qui se passe. Non, bah là après c'est malheureux, mais on rappelle que son agent c'est Rich Paul. Rich Paul qui se prend quand même pour le roi du monde, hein,
en l'occurrence, et qui a lancé un bras de fer avec son équipe, un bras de fer qui est allé trop loin. Je pense qu'il est trop tard pour revenir en arrière maintenant. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de s'engluer. Il a pris parti, a pris position. Maintenant, faire marche arrière, il faut avoir les couilles de rejouer à domicile à Philadelphie quand t'as fait ce que t'as fait. Je sais pas s'il pourra le refaire. Donc non, il est dans un cercle vicieux maintenant, c'est tout. Bon courage à lui. Ou pas. Alors, parlons un peu basket, parce que là, pendant les playoffs, il s'était vraiment chié dessus, mais quel pourrait être l'apport de Ben Simmons aux Sixers? Parce que là, je mets à la place de Rivers et de Daryl Morey. Ils sont dans cette situation-là. Est-ce qu'ils veulent trouver une solution pour le réintégrer dans l'effectif? Et si oui, quel peut être son rôle? Sinon, quelles pourraient être des options? On a préparé quelques idées de transfert. Avant de rentrer dans les transferts, que devraient faire les Sixers si jamais ils veulent garder Ben Simmons dans l'effectif? Comment gérer cette situation? Toi, Jean-Éric, qui a beaucoup de tocards à gérer dans ton travail, comment tu gérerais le cas Ben Simmons? Attends, je vais avoir des problèmes avec tes conneries. Donc je nie, mes collègues de travail sont tous formidables, même les urologues. Donc Ben Simmons, non, c'est un mec qui voit bien le jeu, qui court plutôt vite, qui est quand même plutôt physique, et c'est un excellent défenseur. Faut pas l'oublier. Oui. En fait, son principal problème, c'est que il joue à un sport où le but c'est de mettre le ballon dans le panier, et que c'est pas trop sa came, ce truc. Maintenant, il a mis son premier 3 points en match la saison dernière, d'ailleurs, je crois. Ça a été d'ailleurs un petit peu... voilà, exactement, ils étaient un peu tout fous à Philly. Non, je pense que le divorce, il est consommé. La vraie bonne question, c'est à qui est-ce qu'il peut apporter, parce que je ne vois pas comment il pourrait réintégrer l'équipe des Sixers. Je pense qu'il faut arrêter d'essayer de le faire jouer meneur. Je pense que ce mec, il faut le faire jouer point forward, numéro 4. Il a le physique pour, et il peut apporter là-dessus, quoi. Je propose qu'on parle de ça quand on fera nos propositions de transfert, parce qu'il faudra parler de comment ça peut fuiter avec les autres équipes, c'est intéressant. Je rebondis sur ce que tu as dit sur un truc. Clairement, le mec n'a jamais voulu apprendre à tirer. C'est un choix, on peut pas dire le contraire, c'est un choix de sa part, et c'est un truc qui est incompréhensible. Julius Randle, il a appris à shooter, Lonzo Ball a appris à shooter, Brook Lopez a appris à shooter, mais Ben Simmons, il a décidé qu'il n'apprendrait jamais à shooter. Rappelez-vous également de ce rapport de scouting qu'on a eu d'un mec sur Ben Simmons à l'université. Il disait déjà à l'époque qu'il avait un manque de compétitivité, qu'en gros il s'en battait les couilles, et qu'il pensait pas qu'il pouvait faire une grande carrière en NBA. Je pense qu'on a été tous un peu aveuglés par son titre de rookie de l'année et ses capacités athlétiques hors normes. Et effectivement, c'est un excellent défenseur. Moi, j'ai toujours été très critique de Ben Simmons sur attaque placée. Il dépasse le milieu de terrain, il fait un main à main, et puis il va se cacher derrière dans le dunker spot, là, au fin fond de la raquette, il fait rien. Là, effectivement, je suis d'accord, il faut le dégager. Comment on va faire pour les dégager? Les Sixers, là, je passe sur les propositions qu'on va faire à Doc Rivers pour s'en sortir. Les Sixers sont actuellement à 2 victoires, 2 défaites, au moment où on enregistre l'émission. Ils se sont fait défoncer par New York. Défoncé, on va pas dire le contraire. Alors peut-être quelques commentaires de votre part sur ce match de New York qu'on a regardé pour justement parler du jeu des Sixers, et ensuite on fait la transition avec les idées de transfert. Sixers, Knicks, qu'est-ce que vous avez pensé et qu'est-ce que ça a révélé selon vous sur le jeu des Sixers? On commence avec Jean-Jouot. Je reviens juste quand même sur un dernier point sur Simmons avant d'embrayer. Alors très rapidement, est-ce que le problème viendrait pas quand même de l'encadrement des Sixers? Parce que on rappelle, Ben Simmons, lorsqu'il se fait drafter, il joue pas de la saison. Sa saison rookie, c'est sa 2e année, donc il passe littéralement 1 an à ne pas jouer. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Il y a un deuxième cas, c'est le cas Markelle Fultz. Markelle Fultz, qui shootait très bien à la fac, qui était un excellent joueur à la fac, il arrive chez les Sixers, boum, plus de shoot, une mécanique dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qui maintenant se met à shooter convenablement. Et qui maintenant se met à shooter convenablement. Donc je pense qu'il y a quand même je sais pas ce qui s'est passé pendant cette année, je sais pas ce qu'on lui a dit, mais à mon avis, il y a quand même une genèse à tous ces problèmes, et elle doit pas être étrangère à l'encadrement des Sixers. Voilà. Alors, tu mets en avant. Vas-y, ouais. Moi, je vais mettre un bémol là-dessus, parce qu'à l'inverse, Joel Embiid, qui fait ses 2m15, 125 kilos, a l'air d'être persuadé que c'est un shooter à 3 points. Donc il y a quand même un truc qui déconne, parce que il y en a qui a priori oublient qu'ils sont capables de tirer, et il y en a d'autres qui deviennent persuadés que ils ne sont bons qu'à ça, parce qu'a priori Embiid contre les Knicks, il s'est dit que la zone à l'intérieur des 3 points, ça l'intéressait pas.
Ouais, il compte quand même à 40% cette saison. Mais oui, par rapport aux Knicks, on en reparlera de ça dans le jeu des Sixers. Juste, tu mets en avant l'organisation des Sixers sur la gestion de Ben Simmons. Apparemment, quand même, de ce qu'on lit, c'est l'encadrement, l'entourage proche de Ben Simmons aussi, qui ne l'aide pas à avoir un petit peu de recul et d'objectivité sur ce qu'il doit faire pour avancer. Mais bon, tout ça, c'est des trucs on ne sait pas vraiment. On enchaîne sur le jeu des Sixers. Est-ce qu'on a vu par rapport face aux Knicks? Oui, alors du coup, quel match de merde. Si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses c'était de m'informer. Quel plaisir, à mon avis, d'être fan de New York en ce moment. Et je pense que ça doit faire bien longtemps qu'ils n'ont pas vécu ça, et tant mieux pour eux. L'équipe est cool. Mais bon, on va parler des Sixers. Et du coup, il y a beaucoup de choses à dire chez eux. Déjà, Embiid. Pour moi, le vrai problème dans cette équipe, c'est Joel Embiid, qui n'est pour moi clairement pas un MVP. Ni même la carrure d'un joueur qui est capable de porter son équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a le commentateur du match, à un moment, qui a sorti une stat hallucinante. En 5 ans, Joel Embiid a manqué 131 matchs. 131 matchs manqués en 5 ans. Quand tu es prétendant à l'élection du titre de MVP, quand tu te prétends être le gars qui va porter ton équipe, c'est pas normal. Et quand on fait le constat, si Embiid se pète cette année, il reste quoi? Bah, pas grand-chose. Il reste que dalle, et c'est très problématique parce que des matchs comme contre New York, Embiid, il avait pas envie de jouer. Il s'est perdu dans ses embrouilles avec les arbitres, avec lui-même. Il s'est battu dans sa tête, visiblement. Il a shooté 7 avec fois. Tobias Harris. Il a shooté 7 fois, Embiid. Pour un soi-disant MVP. Il y a eu quoi à côté? Rien du tout. À mon avis, là, c'est un gros problème. Je pense que les Sixers sont repartis pour tanker pendant 20 ans. Trust the process. Et voilà. Donc alors, je suis content parce que je suis pas du tout d'accord avec toi, et ça c'est parfait, parce que il y en avait marre de dire que t'avais raison. Je suis pas du tout d'accord. Je suis d'accord sur le fait que Embiid fait de la merde, indiscutablement. Si tu commences à prendre en compte le fait qu'il a été blessé en tout début de carrière, ça a quand même mieux récemment, faut que tu parles d'Anthony Davis, qui est un peu sur la même ligne, un petit peu tout le temps cassé, et personne va dire que Davis a pas le calibre d'un MVP. Tout le monde espère qu'il puisse l'être. Sur le reste de l'équipe, je suis désolé, moi je trouve que leur 5 majeurs sans Ben Simmons, il est cohérent. Tobias Harris fait du bon job. Seth Curry qui était pas bon là, il montre que son nom de famille il est pas du tout usurpé. Danny Green fait le taf, pas plus, il est pas tout jeune, mais le mec est capable de dégainer, c'est un fluendy pur, voilà, il fera rien d'autre, t'attends rien de plus de sa part, mais il est capable de le faire. Et le petit Maxier, il fait un bon boulot, quoi. Le gamin, il y va, il en veut. Le problème, c'est que, vu qu'ils ont perdu leur meneur titulaire, en fait, ils ont plus de meneur remplaçant, quoi. Parce que Maxi, il fait ses plus de 30 minutes. Et le mec qui joue meneur, quand il est sur le banc, c'est Kurt Maz, qui n'a rien à meneur. Donc, en effet, il y a plutôt un problème de gestion. Clairement, Embiid, il fait chier. Je suis là-dessus, c'est le truc sur lequel je suis d'accord, c'est qu'il fait chier, il ne fait pas ce qu'il doit faire, et ce qu'il doit faire, excusez le viandard que je suis, c'est aller chercher le putain de cercle, quoi. Et il s'éloigne, et il tourne autour, et il se tourne le doigt, et il fait rien. Mais pour moi, le problème actuel, c'est Embiid, mais ils sont capables, ils ont l'effectif pour gérer de façon intelligente sans Simmons. Je me permets juste de répondre, après je te laisse, Mathias, après je te laisse. Vas-y. Moi c'est Billy Bob, par contre. Billy Bob, ouais. On s'en bat les couilles. T'es quand même en train de me dire que c'est formidable ce que tu racontes, parce qu'on passe d'une équipe l'année dernière qui est prétendante au titre à Tobias Harris fait du bon boulot. Ouais, super. Et alors, on s'en branle, Tobias Harris qui joue bien, c'est cool, tant mieux pour lui. On passe d'une équipe qui est prétendante à la finale NBA avec Ben Simmons et Embiid. Résultat, Ben Simmons ne jouera plus jamais pour eux. Embiid shoot 7 fois dans le match, et quand il n'y a pas envie de jouer, il joue pas. Tobias Harris fait du bon boulot. Danny Green, il shoot, il défend, c'est bien, il est vieux. Mais non! Non, mais ce qu'il essayait de dire, c'était qu'au final, l'effectif, je pense, j'aurais une discussion, mais l'effectif des Sixers a quand même assez d'éléments pour faire quelque chose de bien. Et là où je partage pas forcément votre analyse, c'est que moi je pointerais pas forcément du doigt Joel Embiid comme responsable de ça, mais plutôt le staff. Doc Rivers. Et pourtant, je suis du genre à défendre le coach en général, mais là,
pour ce cas-là, parce que je regarde vraiment, vous me connaissez, hein, avec mes plaquettes du Gers, je regarde les fonds de jeu, etc. Et là, je comprends pas, en fait, comment jouent les Sixers. Petit commentaire rapidement. T'as mentionné Seth Curry, il fait une saison de ouf, il tire à 63% au tir, dont 62% à 3 points. Donc, lui, on peut pas lui reprocher ça, il fait son taf. J'ai vu les mêmes choses que vous, hein, contre les Knicks. J'ai vu notamment au premier quart-temps, 9e minute. On a cette séquence de jeu qui, pour moi, est révélatrice. On voit Tobias Harris qui est derrière des 3 points et qui demande à Embiid de venir poser un pic, qui lui veut poster veut poster Gibson au poste bas. Et donc Harris fait non, viens me poser un pic. Et là on voit Embiid qui fait mais non, mais je veux la balle poste bas, j'ai le mismatch. Et puis finalement il va même pas poser le pic, il fait un truc comme ça, il s'enlève de l'action et Harris fait son 1 contre 1 et il rate son tir. Je ne comprends pas. En fait, il faut redéfinir le rôle d'Embiid. Et il faut changer le fond de jeu des Sixers puisque il n'y a plus de créateur. Simmons, même si je trouvais qu'il n'était pas performant là-dedans, c'était le rôle de Simmons d'être dans la création, surtout sur le jeu rapide. Mais là, il n'y a plus de créateur, tu peux plus jouer de la même manière. Que font les Sixers? Ils se mettent souvent en fer à cheval avec Embiid en tête de raquette, la balle passe par le poteau, et là, c'est des main à main avec éventuellement écran, donc ça fait écran cascade main à main, et on a en fait le jeu, la création du jeu qui est donnée à des joueurs qui n'en sont pas capables. Donc c'est les Curry qui doivent prendre des pics et fixer. On a même vu Danny Green prendre des pics pour fixer, mais c'est pas son joueur, lui c'est un spot-up shooter. Alors qu'en fait, je pense que franchement, pour moi, là, les Sixers devraient jouer un jeu old school, avec beaucoup de viande, ça fera plaisir à Jean-Éric, et qu'on mette Joel Embiid au poste bas. Et d'ailleurs, contre les Knicks, à chaque fois qu'il est au poste bas, trappe qui vient du fond des Knicks, et ça libère des shooters. Voilà, donnez la balle à Embiid en bas, faites-nous du Hakeem Olajuwon, ça va libérer des shooters derrière, extra passe, Dan Green dans le coin, et tant que vous n'avez pas transféré Ben Simmons, il n'y a pas d'autre moyen de jouer. Arrêtez de mettre Embiid au poste haut pour faire des main à main et laisser les autres créer des tirs, c'est de la folie. Ça fait plaisir de voir que dans ce groupe, il y a autre chose que des petits jeunes qui écoutent pas ce qu'on leur dit, quoi. Parce que, clairement, moi, je te dis que le 5 majeur des Sixers sans Simmons, il est cohérent et je pense qu'il peut faire de bonnes choses. Toi, tu me réponds qu'il est pivotable. Ouais, mais enfin, il est bon dans son job. Tobias Harris, il fait un bon taf. C'est pas ce que on passe d'une équipe qui est prétendante au titre à rien. Ils vont rien jouer, les Sixers. Mais non, pas rien. Et avec cette équipe-là, sans Ben Simmons, ils peuvent faire top 8 à l'Est, hein. Moi, là-dessus, je suis pas trop inquiet. Il va leur manquer un deuxième meneur, indiscutablement. Il va jouer 40 matchs cette année. Ah, mais ça va dépendre, oui, ça va dépendre de ça. Ça va dépendre de ça. Si Embiid joue, et qu'on se met moi, c'est mon avis, et qu'on se met en mode Olajuwon aux Rockets, alors je sais, c'est une autre époque, etc., mais, et là, les Sixers, ils ont une chance d'exploiter au maximum leur capacité pour arriver en play-off. Ils ne vont pas jouer le titre, évidemment, mais ils peuvent c'est la conférence Est, ils peuvent aller en play-off. Et Embiid, franchement, moi aussi, il me casse les couilles par moment. Mais putain, quand il est au poste bas, il est dominateur comme on l'a rarement vu. Et je comprends pas pourquoi Doc Rivers continue à faire son main à main en tête de raquette. Il faut changer le style de jeu. Jean-Jo, tu nous as pronostiqué les Lakers top 3 à l'Ouest, si je dis pas de conneries. Et pourtant, tu sais que LeBron et Davis vont rater la moitié de la saison. Donc, je vois pas pourquoi les Sixers pourraient pas finir top 8, tu vois. Il y a Westbrook et Melo. Ce que je viens de dire. Melo clutch, Westbrook, quand il aura pris la baigne de LeBron, qui lui aura pété la main, il sera ouf aussi, hein. D'ailleurs, les gars, je suis obligé, mais quand j'ai vu le airball d'Anthony, je voulais trop qu'il fasse comme ça, là. Tu sais, quand il fait un 3 points. C'était le moment, là. C'était le moment, Carmelo. Putain. Bon, les gars, il ne reste pas énormément de temps. Je propose qu'on fasse la partie trade. On a bossé sur des trades. On est allé sur la trade machine d'ESPN. Vous avez remarqué, ce qui est intéressant dans la trade machine, c'est que pour chaque joueur, on voit la player efficiency rating. Donc, on a une sorte d'évaluation. On peut faire des trades surtout en fonction du salaire, hein. C'est pas forcément en fonction de la cohérence et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on fait les trades, il y a automatiquement l'analyse Hollinger qui nous dit en gros quel pourrait être l'impact de ces trades pour les équipes en termes de victoire ou de défaite en bonus-malus. J'en ai quelques-uns, je me suis amusé. Il y en a qui sont faits un peu pour le fun. Bon, je crois que j'en ai 6 ou 7 des trades. Je vais passer dessus rapidement. On fait un tour de table. Je propose qu'on fasse un petit tour de table. Donc, à chaque fois, vous nous partagez un trade et vous dites en une phrase pourquoi vous le faites et quelle pourrait être éventuellement la cohérence de ce trade. Jean-Éric, tu commences? Assez basique parce que c'est mon pote du moment contre Kyrie. L'État de Pennsylvanie autorise de ne pas être vacciné dans une salle de sport. Donc en plus c'est gagnant pour tout le monde. Kyrie retrouve les terrains. Ben Simmons va dans une équipe
où il y a déjà des organisateurs, des mecs qui tirent de loin, des mecs qui montent la balle. Lui, il pourra apporter un peu de science de jeu. Je pense qu'en plus, au niveau intérieur, Blake Griffin faisant de la merde, tu vois, il pourrait jouer avec Ben Simmons en 4, Aldridge en 5 et Harden qui fait le meneur vu qu'il est plus capable de mettre un panier maintenant qu'il a pu lancer franc à chaque fois qu'il la touche. Donc voilà, Kevin Durant et puis Patty Mills. Et là, t'as un 5 qui est cohérent, qui est costaud, t'as un mec qui défend. C'est le gros défaut de Brooklyn, c'est que personne défend. Bon après Aldridge, on va pas lui demander. Hein. Voilà, moi ça me semble cohérent. Les salaires match. Et ça, voilà, tout le monde y gagne et l'autre taré, il peut recommencer à jouer et foutre la merde. Parce que par contre, là où ça, je vais rejoindre Jean-Jonathan, c'est que ça veut dire que les Sixers explosent à la fin de la saison. Mais bon. Ouais, ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est cohérent. Et d'ailleurs, je pense honnêtement que c'est ça le poste de Ben Simmons. Hein. C'est un gars qui va être plutôt sur de la pause d'écran et rester près du cercle. Donc moi, je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que tu as sous les yeux éventuellement l'analyse Hollinger, tu sais, qui est en dessous du trade, là, qui dit les plus ouais, moins... alors je viens de la perdre, ça fait du plus 5, moins 5 ou du plus... non, je crois que c'est neutre, vu qu'il joue pas. Donc pour le moment, il le compte à 0. Pour le moment, il le compte à 0. C'est logique, Je la ressors tout de suite, tu la mettras en incrustation. Ça marche. Aucun effet. Hollinger analyse, aucun effet. Et les salaires, il y a 35 millions pour Kyrie, 33 millions pour Steven. Donc c'est neutre pour tout le monde et aucun effet. De toute façon, les mecs n'ont pas joué de la saison, ils peuvent pas se baser sur le cœur. Voilà. Un échange de tokens. On essaie d'aller vite. On n'a pas beaucoup de temps, on essaie d'aller vite. Jean-Jo, un trade de ton côté? Ouais, alors moi j'ai fait 2 trades. Je vais présenter le premier qui est une dédicace pour Jean-Éric. Moi j'envoie Ben Simmons aux Spurs. J'envoie Ben Simmons aux Spurs contre Murray et White. Parce qu'il faut une star aux Spurs parce qu'on se fait chier et que c'est une équipe de vieux. Donc... On a déjà Murray en triple-double. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de Ben Simmons? Laissez-le finir. Bonne tenue dans ce débat. Laissez-le finir. Remuer un petit peu tout ça, mettre de l'attrait aux Spurs, remplir un petit peu la salle, et puis Popovic lui mettre un petit peu de plomb dans la cervelle. Et puis Murray, White, bon bah de toute façon personne les connaît parce qu'ils jouent aux Spurs, tout le monde s'en fout. Il est fou ce mec. Donc voilà, on a un ratio de plus 8 victoires pour les Sixers et moins 11 pour les Spurs. Voilà. Ça, alors, mais je vais poser la question. L'intérêt pour les Spurs, j'ai pas compris là. Ah bah si avec essayer de se vendre des billets. Ah oui, se vendre des billets, la salle elle est tout le temps pleine. Est-ce que tu veux vendre des billets? C'est faire des dunks. Ah, c'est surtout pour Jean-Jo, il fait des dunks. Vendre des maillots, parce que les pauvres pélos dans la salle des Spurs, ils ont encore les maillots de Duncan, tellement tout le monde. Pour rappel, pour l'ignare que tu es, White était avec Team USA, hein, au championnat du monde il y a 2 ans. Ne prends pas au sérieux. Et, tu rentres dans son jeu, là. Et DeJounte Murray. Tu rentres dans son jeu. Alors, vas-y, j'y vais. Sera All-Star cette année, c'est noté. D'accord. Allez. Voilà. Il est séduit. Je rappelle à notre audience que la raison pour laquelle nous faisons cette émission à 3, c'est parce qu'on a des avis différents. Voilà. Et que il y en a qui sont très différents quand même dans l'histoire. on a décidé vraiment, mais c'est vrai, hein, volontairement, d'exposer des avis très différents parce que c'est le débat, parce que c'est comme ça, parce que c'est un échange d'idées, on écoute et puis après on vous laisse, vous, public, de plus en plus nombreux, 27 milliards de téléspectateurs la dernière fois quand même, choisir et essayer de faire vous-même votre avis. Mon premier trade est le suivant. Philadelphie envoie Ben Simmons aux Dallas Mavericks contre Porzingis. Pourquoi? Dallas récupère Ben Simmons en tant que poseur d'écran, qui est capable d'ouvrir vers le cercle, jouer des alley-oops avec Doncic, qui est le mec qui voit mieux le jeu de la NBA. Il reste caché dans son dunker spot et il s'occupe du rebond offensif. Et on a enfin un putain de gros défenseur sur les lignes arrières aux Mavs, puisque Doncic est un défenseur de merde. Il y en a d'autres qui sont pas trop bons, mais là on a un défenseur élite sur les lignes arrières. Et éventuellement, il peut monter la balle pour reposer Doncic de temps en temps, qui, on l'a vu l'année dernière, est cramé, de chez cramé. En plus, il a joué les jeux, etc. Vous connaissez mon avis sur Ben Simmons, c'est un protocard. J'aime bien les Mavs en plus, mais je me dis que là, franchement, Porzingis, il apporte pas trop. Il est vraiment dans la merde. Ça fait des années qu'ils essaient de s'en séparer. Moi, je dis pourquoi. Après, Philadelphie, ils auraient une sorte de Twin Towers avec Embiid qui permettrait de continuer à faire du stretching. On met Porzingis derrière la ligne des 3 points. On est sur du stretching avec Curry, le Turc, Harris, Porzingis. On joue à la Houston Rockets des années 90 avec Olajuwon en bas.
il faut se débarrasser de ces deux joueurs-là. Je trouve qu'il peut y avoir un fit avec Dallas et Philadelphie. Alors moi je vois l'intérêt pour Dallas, parce que je pense qu'en effet c'est pas plus mal d'avoir un deuxième organisateur qui devrait être Frank Ntilikina, tout le monde le sait, mais bon, ça marche pas toujours. Par contre pour Philly, je vois pas l'intérêt, ils ont besoin d'un meneur, ou bien d'un deuxième meneur avec un mec fort à côté, ou bien d'un vrai meneur. Et en plus, Tobias Harris c'est pas un poste 3 quoi. Tobias Harris c'est un stretch fort. Il peut jouer 3. C'est un stretch fort. Donc, je suis d'accord, non mais de toute façon, on parle avec les Sixers. Là, on est, il faut le traiter quoi qu'il arrive. C'est soit ça, soit rien. Donc, desperation move, ouais, c'est ça. C'est vraiment desperation move. C'est qui le prochain? C'est moi. Et je vais me faire mon pote. Alors, avec les Kings, bien évidemment, pour que les tocards restent entre eux. Par contre, je suis sympa. Je reste sur Buddy Hield et Marvin Bagley, donc je te laisse tes chéris. C'est bien. Et le plus moins est cohérent en plus, hein. Attends, je le retrouve. C'est plus 4 pour les Sixers et moins 5 pour Sacramento. Voilà. Donc c'est tout à fait cohérent. Marvin Bagley, Buddy Hield. Buddy Hield vaut 22 millions et demi. Celle-là quand même, fallait se lever tôt pour le dire. Marvin Bagley vaut 11 millions 3. Ça fait un équilibre financier à 1 million d'écart. Et donc, plus 4 pour Philly, moins 5 pour Sacto. Voilà, c'est cohérent. Et puis finalement, ça veut dire Harrison Barnes qui jouerait peut-être ouais, en fait, avec Harrison Barnes, ça fait un peu le même profil peut-être pour Ben Simmons. Ouais, Harrison Barnes, non, Ben Simmons c'est un... Enfin, en 3-4, je veux dire. C'est un 3-4. Ils peuvent échanger 3-4, tu vois. Donc, bon, ça me semble cohérent pour les deux équipes. Bon, il manque toujours un meneur à Philly, mais au moins ils peuvent écarter un peu plus. Par contre, aux Kings, ça veut dire qu'ils ont Fox et Simmons. Là, les deux gauchers, il faut pas qu'ils tirent à 3 points. Non, mais après, faut être lucide, tout le monde s'en branle des Kings, donc quelque part on s'en branle. Ah, on l'attendait. Voilà, il fallait qu'il la sorte. T'en as un autre, Jean? Ouais, j'en ai un qui pour moi, pour le coup, de ce que j'ai ressenti du match contre les Knicks, me paraît cohérent parce qu'on en a parlé, je leur dis, il manque un meneur gestionnaire à Philadelphie. Donc j'envoie Ben Simmons à Cleveland contre Ricky Rubio, Isaac Okoro et Windler, que je ne connais pas, donc des Windler. S'il y a des supporters des Cavs, n'hésitez pas à me reprendre. Mais je vois bien Ricky Rubio dans le système des Sixers, parce qu'au final, là, du match qu'on a vu, on sait pas, ils remontent un peu tous la balle, ils mettent rien en place, des fois c'est Embiid, des fois c'est Green, des fois bref, c'est le bordel. Avec un meneur comme Rubio, ça peut être sympa pour placer des systèmes. Il a suffisamment de charisme pour éviter qu'Embiid le regarde en faisant et puis il se barrer à l'autre bout. Donc pourquoi pas. Et puis il peut shooter un peu plus que Simmons quand même, faut pas oublier. Donc tout le monde. C'est quoi l'analyse Hollinger? Plus 6 pour Philadelphie et moins 4 pour Cleveland. Donc partout où va Simmons, après je pense que c'est négatif. Oui, partout où va Simmons, c'est parce qu'il joue pas. Hein. C'est ça. Il n'y a pas d'évaluation. Ça part. Faut pas perdre de vue que pour les supporters des Cavs, tu crains pas grand chose vu qu'ils sont tous partis à Los Angeles. Donc t'auras pas trop de retour. Alors moi je pense que c'est un move qui est cohérent pour les Sixers, mais je pense qu'ils n'en voudront pas. Parce qu'ils ont l'air bloqués sur l'idée de récupérer un All-Star en échange de Ben Simmons. Et je pense qu'à un moment donné, ils vont devoir accepter d'avoir dans entre guillemets des deuxièmes choix. Je trouve ça pas con pour les Sixers, avoir un vrai organisateur, un mec qui met du tempo, qui est intelligent quand même. Même s'il est espagnol, donc par essence on le déteste, je pense que c'est pas mal. On est carrément sur du racisme là maintenant. Ok, super. C'est les Espagnols, attends. À part la remarque sur les... J'habite en Espagne, je voudrais pas trop que ça s'entende. Je suis assez d'accord avec ton analyse, Jean-Éric. Je pense que ça serait, le trade est pas mal pour les Sixers, mais malheureusement ils sont peut-être trop cons pour le faire, mais c'est dommage. Moi j'en ai, je vais pas tous les partager parce que j'en ai pas mal. J'en ai deux que j'aimerais vous partager qui sont un peu pour le fun quand même, mais il fallait que je le fasse. Ben Simmons et Seth Curry envoyés aux Lakers contre Russell Westbrook. Alors, t'aimes pas les Sixers, hein? Parce que je sais pas, j'ai lu quelque part qu'il fallait un meneur aux Sixers. Russell Westbrook, c'est le deuxième meilleur meneur de l'histoire de la NBA, donc ça tombe bien. Et les Lakers ont besoin d'un shooter, évidemment c'est pas Ben Simmons, c'est Seth Curry, donc ça tombe très très bien aussi. Et puis Ben Simmons à Los Angeles, il va s'éclater parce qu'il y a toutes ses copines et tout ça. Je pense que c'est un bon match, pour tout le monde. T'es un enfoiré total. Je pense que c'est pas mal. Et puis comme Westbrook, il a besoin de changer d'équipe et de ville tous les ans, on est bien. On anticipe un peu le rythme. Je pense que c'est pas mal. Alors sinon j'ai un vrai trade. Là les gars, c'était plus pour la blague. Là j'ai un vrai trade. Accrochez-vous les gars. Celui-là il est pas mal. J'envoie Ben Simmons à Oklahoma contre Josh Giddey
Gabriel Deck, Pokusevski, Treyman, Basley, Ty Jérôme, Théo Malédon, Williams, Robinson Earl, Isia Roby et Dort. Bon, là, les Sixers récupèrent 11 joueurs, mais au niveau du salaire, ça match. De toute façon, ça va permettre à OKC d'avoir un bon tour de draft. Apparemment, c'est leur objectif, ils visent rien d'autre. Donc, pour l'instant, c'est cohérent. Et chez les Sixers, on peut trust le process, parce que là, on aura une bande d'adolescents qui sera prêt à faire les photocopies pour le staff. Donc, je pense que c'est cohérent. Qu'est-ce que vous en pensez, Fulin? Je te dis ça demain. Alors moi, j'en ai un vrai à proposer qui s'équilibre financièrement. À l'heure actuelle, Portland, c'est de la merde, absolue. Donc Dame va vouloir partir. Donc je pense qu'il faut qu'il le garde pendant encore un mois, le Ben Simmons sur son banc, et après il l'échange contre Dame qui en aura marre des Portland. Et Dame peut clairement être le chaînon manquant pour le titre pour les Sixers. Ouais, alors là pour les Sixers c'est top, je l'avais mis celui-là aussi. Hein. C'est top. Et Dame est en train de se chier dessus sur ce début de saison. Portland, ils ont un nouveau coach. Peut-être que c'est le moment de la reconstruction pour Portland. Donc franchement, je l'ai mis aussi, tu vois. Pourquoi pas? Jean-Jo, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'on a trouvé le thème de la prochaine émission, qui va être que valent les joueurs sans lancer franc. Donc, on va pouvoir en parler. Lillard, Harden et compagnie, voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. Et sinon, tu peux répondre aux questions des fois, ou tu es toujours en train de faire ton délire là? Pour ça, il faudrait que je t'écoute, ce que je ne fais pas. Je sais très bien que t'es encore bugué sur le trade de Marvin Bagley depuis tout à l'heure. Ouais, parce que au final, je me dis que vous prenez son père aussi avec, ce qui est quand même une très très bonne chose. Parce que les Sixers vont prendre son père aussi avec. Mais non, c'est vrai que c'est pas con. Le trade à Portland, c'est pas con parce que ça fait du spacing à Philly, et puis ça fait un mec qui monte quand même bien la balle, qui est complémentaire de McCollum, je pense. In fine, quand il joue. Donc, ouais. Pour Philadelphie, c'est ouf quand même, un duo Lillard-Embiid. Ça fait envie, hein. Ça fait envie avant de jouer. Moi, je signe demain. De toute façon, on sait que Dame, il va finir par craquer à Portland. J'en ai bien peur. Et d'ailleurs, Dame, c'est l'heure d'arrêter cette émission. Là, on est sur 3 heures on est sur 3 heures d'enregistrement. Je me permets de terminer par une citation, une vraie. Là, il n'y a pas de blague, je vais pas couper. C'est une vraie citation qui est totalement en lien avec ce qu'on s'est dit. Avant de la partager, je vous remercie encore une fois pour cet échange. On a fait une super émission, super programme. Bravo les gars. La citation est la suivante. Elle vient de Daniel et Stéphane Satranki. C'est pas une connerie, non, mais je vous jure, c'est une vraie citation. C'est bien. C'est totalement en lien avec l'émission. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Ben Simmons, c'est pour toi. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de NBA Débat, Débat et Débauf. Ciao. Moi, la modestie, je ne connais pas. C'est la maladie, j'ai jamais été de cette maladie-là.